Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir ce soir François Burgat, qui est directeur de recherche émérite au CNRS. Il est aussi un ami, un maître en sciences politiques pour moi, en tout cas. Il m'a enseigné, même si on a presque le même âge, mais j'étais son étudiant. François Burgat, il a une particularité qui est de plus en plus rare parmi les chercheurs en sciences sociales qui travaillent sur le monde arabe actuellement, en France en tout cas, c'est qu'il parle l'arabe, qu'il a fait 24 ans de sa vie professionnelle sur le terrain entre l'Algérie, l'Égypte, le Yémen, la Syrie et le Liban. Il ne prétend pas connaître la région comme une bonne partie de nos chercheurs actuels sans parler la langue et sans faire des longs séjours dans différents pays et dans différentes communautés. Je vous signale, et vous devez le connaître, le savoir mieux que moi, que son dernier ouvrage, Comprendre l'islam politique, qui est paru en français et il va apparaître dans une semaine en anglais. Il a déjà été traduit en espagnol et en arabe. Il a plusieurs autres ouvrages qui ont été presque des classiques du domaine sur lequel il a travaillé durant toute sa vie professionnelle. Et il y a plusieurs éditions de plus en plus sur ces ouvrages, en plusieurs langues. Aujourd'hui, François Burgat va nous parler pendant une quarantaine de minutes. Après, on ouvrira le débat avec la salle sur la question de la radicalisation et la France. La façon avec laquelle l'État français ou les institutions publiques françaises gèrent la question de la radicalisation, si gestion il y en a, ou l'utilise, ou l'instrumentalise, ou etc., etc. On verra tout cela avec François Burgat, à qui je donne la parole. Et merci encore une fois, François. Merci beaucoup, Salam. Merci à toute l'équipe du CAREP, à laquelle je suis associé. On le dira dans le cours du débat, peut-être pour déterminer exactement les limites de mes responsabilités. En clair, c'est Salam qui fait tout. Et moi, je suis quelque part dans la superstructure juridique de l'institution à titre totalement bénévole. Mais ça ne m'empêche pas d'être très heureux d'être dans ces locaux et savoir qu'il existe un ancrage institutionnel de plus où peuvent être diffusées des études qui ne sont pas biaisées par les mécanismes particulièrement pervers du lobbyisme politique qui sévit dans notre beau pays comme ailleurs sur la planète. Donc c'est un petit peu la raison pour laquelle, je le dis souvent, c'est pas pour le chèque que je ne touche pas à la fin du mois, mais c'est parce que j'ai l'intime conviction qu'une institution qui permet d'ancrer dans le paysage académique et d'études une autre voie que celle de trop d'institutions qui sont appropriées par des camps politiques, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose dont on a besoin. Donc merci à l'équipe du CAREP, merci au CAREP d'exister, merci bien sûr à vous toutes et tous d'être là ce soir, même si ce n'est pas le pire endroit quand même pour venir à Paris, en face des escaliers de la grande bibliothèque. Ce n'est pas une cave du fond des banlieues, ce sont des très beaux locaux et je m'en réjouis. Je vais parler de la radicalisation. Je m'auto-inflige le biais que je vais dénoncer toute la soirée. Pour être clair, j'aurais dû dire, je vais parler, quel est le non-dit du mot radicalisation? Il manque un mot derrière. C'est la radicalisation de l'autre, c'est la radicalisation islamique. Moi, je vais parler de la radicalisation, mais si j'étais conséquent avec moi, et peut-être je vais l'être, il faudrait que je parle de la radicalisation de la totalité des acteurs politiques. Moi, j'aime bien dire, oui, Valls, il est radical, pour ne pas parler de Zemmour. Donc la radicalisation, c'est au cœur de tout ce que je vais essayer de dire. Ce n'est pas le péché de l'autre. C'est un processus complexe qui a besoin, pour se produire, de partenaires. On ne se radicalise pas tout seul. On se radicalise contre.
on se radicalise contre un dysfonctionnement. Et bon, mais j'ai déjà tout dit, je pourrais presque m'arrêter. On se radicalise contre un environnement qui n'est, pour le sens commun, pas impliqué dans la radicalisation, alors que peut-être il est directement impliqué dans cette radicalisation. Je ne pense pas qu'il y ait un gisement de sens à passer une demi-heure à dire ce qu'on entend par radicalisation. Mais pour qu'il n'y ait pas de malentendu, pour moi, radicalisation, un individu se radicalise quand il commence à avoir un imaginaire binaire, clivant, potentiellement conflictuel. Il y a nous, il y a eux. Mais c'est dans l'imaginaire. Et puis après, il y a le lexique. On va qualifier de façon positive ou non. C'est mieux quand l'autre est qualifié de façon négative. Au moins, il y a des raisons. Mais il peut y avoir un lexique de rupture qui ne stigmatise pas l'autre par ce qu'il fait, mais par ce qu'il est. Et là, oui, c'est mauvais. Hein, un lexique de division des acteurs dans lesquels nous évoluons. Et puis, bien sûr, après l'imaginaire, le lexique, on adopte des modes d'action de rupture. Hein. On est prêt à passer, à mettre en œuvre. Bon, eh bien, le deuxième stade de la radicalisation, adopter un lexique binaire, clivant, potentiellement conflictuel. Il n'y a pas que les musulmans qui en sont à ce stade-là dans notre société. Hein. Ce sera bien sûr un point d'appui constant. Depuis que j'ai dépassé un certain chiffre critique dans l'évolution de ma trajectoire temporelle, depuis que je me sens parfois un petit peu vieux, tout le temps, souvent au début des conférences, je dis, si par hasard mon vieux cœur ne voulait pas me porter jusqu'à la fin de ma prestation, je préfère vous donner la conclusion tout de suite, comme ça vous ne vous seriez pas déplacé pour rien. À quelle conclusion est-ce que je veux arriver ce soir? Quelle est l'idée que je veux illustrer et dont je veux vous convaincre qu'elle peut nous servir à comprendre ce qui se passe et à nous mobiliser contre ce qui se passe? Alors, petite parenthèse, je ne vais pas vous dire grand-chose de nouveau ce soir. Tu as mentionné des ouvrages. Moi, je pense que 90% de ce que je vous dis ce soir, je l'ai exprimé à peu près dans les mêmes termes dans un livre qui s'appelait « L'islamisme à l'heure d'Al-Qaïda ». Ce n'était pas Daesh, c'était Al-Qaïda, hein, qui voulait dire d'où viennent les excroissances radicales, sectaires qui montent du paysage du monde musulman face au comportement des Occidentaux à son égard. Et ça, donc, je pense qu'il y a 15 ans déjà, à peu près la structure de ce que je dis ce soir, elle était déjà posée sur le papier. Je ne suis pas seul à le dire. J'ai écouté hier soir l'intervention d'Alain Grèche dans ses locaux il y a une dizaine de jours, il y a une quinzaine de jours. Grâce à Dieu ou à ses prophètes ou à tout autre intervenant extérieur, le logiciel d'analyse que je considère comme objective du phénomène de la radicalisation, il existe. Simplement, il n'arrive pas, il ne passe pas la frontière du rapport de force politique. Il va rester dans les limbes. Je suis convaincu que M. Macron, s'il était là, ne pourrait pas dire « il dit que des conneries, Burga ». Mais je sais que néanmoins, en sortant de la salle, il continuerait à faire exactement le contraire, parce que la variable qui va intervenir, et ça reviendra constamment chez moi, c'est la variable de l'électoralisme. Et donc une chose est la connaissance objective, rationnelle d'un phénomène auquel on est confronté, l'autre chose, c'est les exigences de mon maintien au pouvoir. Moi, je l'appelle toujours le président qui veut se faire réélire. Ce n'est pas une insulte. Tous nos présidents étaient des présidents qui voulaient se faire réélire. C'est pardonnable. Mais disons qu'il y en a peut-être eu dans le passé qui avaient des statures d'hommes d'État et qui étaient prêts parfois à prendre le contre-pied du sens commun, quitte à mettre en jeu peut-être leur réélection. Eh bien maintenant, c'est fini. Et je vais vous le montrer ce soir une fois que j'aurais dit ces phrases qui concluraient mon intervention. Ce sujet, en fait, je l'avais proposé à Salam bien avant les événements de la préfecture de police. Alors, peut-être pensez-vous, ah, le pauvre, il a dû tout refaire sa conférence à cause de cette nouvelle vague. Et non, ma conférence est devenue beaucoup plus simple
Parce que si étape il y a eu avec les événements de la préfecture de police, c'est l'explicitation, l'officialisation, l'institutionnalisation des dysfonctionnements du regard politique officiel sur le phénomène qu'on aborde ce soir. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des nuances, il y avait des différences. Là, non. C'est tout le monde sur le même rang. Il y a peut-être eu 2 couacs dans le gouvernement, Sibeth Ndiaye comme par hasard, mais sinon, Premier ministre, ministre de l'Éducation, président de la République, même s'il a fait un tout petit... Vous savez, c'est le style en même temps. On essaye de continuer à cautionner le gros dérapage du sens politique, mais on essaye de rattraper avec des formules un petit peu absconses, opaques. Donc les événements de la préfecture de police ont facilité mon travail, ont facilité ma démonstration. Alors, qu'est-ce qui a été explicité, et je dirais en quoi cela a été explicité? Ce qui a été explicité, c'est la posture française de toujours face à l'altérité radicale. Ça consiste à masquer derrière le dévoiement de la religiosité de l'autre des dysfonctionnements sociaux ou politiques, de politique intérieure ou de politique étrangère, dans lesquels on est massivement impliqué. Ça consiste à nier totalement la matrice politique de l'agenda du monsieur qui s'énerve et de mettre le curseur totalement sur la variable idéologique. Dans une explication d'un phénomène terroriste, plus vous entendez utiliser la variable idéologique, il fait ça parce qu'il est musulman, il fait ça parce qu'il est mauvais musulman, après il y a toutes les nuances que vous voulez, mais si pour expliquer un comportement radical, on fait appel à la variable idéologique, plus on fait appel à la variable idéologique, moins on fera appel à la variable politique. Moins on fait appel à la variable politique, plus on s'exonère de toute interaction avec le processus qui a abouti à l'explosion de violence. Donc je dirais, ça serait donc ma conclusion, la propension française à suridéologiser son décryptage de causalité, de l'hostilité à laquelle nous sommes confrontés dans le monde, qui sont banalement politiques. La propension française à confondre la couleur culturelle du lexique qui est employé pour exprimer l'hostilité. Si j'entends « Bismillah, vous me marchez sur les pieds, ça commence à bien faire », je ne vais pas écouter la deuxième partie de la phrase. Je vais me focaliser sur la première. Il a dit « Bismillah », donc il m'est hostile parce qu'il est musulman. On va surdéterminer le lexique, on ne va pas écouter la variable politique qui arrive juste derrière. Vous me marchez sur les pieds. Ah non, 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 il a dit Bismillah. Donc il est illégitime et il est enfermé dans son appartenance religieuse comme expliquant l'alpha et l'oméga de son comportement d'acteur. J'ai beaucoup d'autres formules comme ça qui pourraient résumer ma pensée. Nous nous focalisons sur le comment de la radicalisation. Il a utilisé un téléphone portable, oh là 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 là, et puis Internet, et puis il est arrivé par le nord, il est reparti par le sud, et il a dit telle sourate. Nous sommes fascinés par le comment pour mieux évacuer notre incapacité absolue à nous confronter au pourquoi. Nous ne voulons pas regarder le pourquoi en face, donc nous nous étalons sur le comment de l'expression de l'hostilité que nous générons. Autre façon encore de le dire, ce sont des fois des titres que j'ai donnés à des papiers. La radicalisation résulte-t-elle du salafisme d'une minorité des autres ou de l'égoïsme de la majorité des uns? Voilà, tout est dit. Tout est résumé dans ce que j'essayerai de faire passer. Notre propension à faire primer une variable idéologique à laquelle nous attribuons la radicalisation, la montée en hostilité de l'autre, pour évacuer le regard introspectif qui nous permettrait de nous apercevoir que nous sommes impliqués dans le processus qui a fabriqué la radicalisation. En quoi
cette matrice explicative que je vous propose, s'est-elle explicitée au cours des jours écoulés? Pourquoi mon boulot est plus facile ce soir qu'il ne l'aurait été il y a 3 semaines? En 2015, je vais dire un truc, je ne suis pas très fier, ne le répéter à personne, mais je fais partie des gens qui ont voté pour Macron. Bon, je n'avais pas envie de voter pour Marine Le Pen. Je savais bien que tout n'était pas parfait, mais il y avait des facettes du personnage qui avaient retenu mon attention. L'une des facettes du personnage dans le domaine qui m'intéresse, qui avait retenu mon attention, c'est lorsque Macron avait pris une volée de bois vert de la part de quelqu'un qui a un prénom très proche du sien, mais qui avait une lecture très différente, qui était Manuel Valls. Lorsque Macron, en 2015, après des attentats qui étaient autrement plus terrifiants que ceux de la préfecture de police, lorsque Macron avait dit, je vais le citer, bon, de toute façon, la phrase la plus simple, la seule dont on a besoin, nous avons une part de responsabilité. Je ne veux pas en entendre plus, ça me suffit. Nous avons une part de responsabilité. Si un homme politique accepte de reconnaître que nous avons dans les mécanismes de la radicalisation une part de responsabilité, on peut continuer à discuter. On ne sera peut-être pas d'accord quand on va quantifier, on ne sera peut-être pas d'accord sur tout, mais la porte de l'investigation rationnelle demeure ouverte. Eh bien, il n'avait pas dit que ça, attention, hein. Parce que ce totalitarisme se nourrit de la défiance, il se nourrit de cette lèpre insidieuse qui divise les esprits, et si demain nous n'y prenons garde, il les divisera encore. Je pense que ce sont des fermetures dans notre économie, dans notre société, les pertes d'opportunités, les plafonds de verre qui sont mis, les corporatismes qui se sont construits, qui nourrissent la frustration sur le plan individuel. J'en veux pas plus. Merci. Merci. Et puis Macron avait dit aussi, il serait peut-être temps qu'on regarde en face le fait que sur la rive sud de la Méditerranée, nous avons commis des choses qui ressemblent à des crimes contre l'humanité. Ben, je vous avoue franchement que moi, ça m'avait marqué. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 15 jours? Macron a balayé complètement les exigences qu'il avait pourtant énoncées en tant que candidat. Or, en tant que candidat, il était déjà dans une position électorale. C'est ça qui est triste. On ne peut pas dire qu'il a dit ça un soir à la sortie d'un bistrot. Non, il le disait déjà sur la scène publique, mais simplement il avait une perception de l'opinion publique qui était légèrement différente. Donc il a fait des concessions pour se démarquer, puisqu'il voulait se démarquer à la fois de la droite. Vous le savez, Macron fait des concessions sur la PMA pour pouvoir faire du bien droitier sur l'économie, etc., etc. Donc il envoyait des signaux, si tant est que ce que je suis en train de dire relève de la classification droite-gauche. On verra qu'elle n'est plus tellement signifiante. Mais disons, Macron, le 8 octobre dernier, a balayé complètement l'idée que nous puissions avoir une part de responsabilité. Il n'y a qu'un seul ennemi, serrez les rangs, faisons bloc, c'est l'islam radical. Donc il a érigé la variable idéologique comme l'alpha et l'oméga de l'horizon de notre réflexion. C'est ça qui me facilite les choses en quelque sorte, et c'est ça qui me fait dire qu'actuellement en France, nous sommes dans une situation qui est à bien des égards plus grave ou plus caractéristique qu'à peu près toutes les autres nations, en tout cas européennes. Et pourquoi la France en était là? Elle est la seule, comme tu viens de dire, par rapport aux autres pays limitrophes, voire un peu plus lointaines, mais qui ont peut-être une caractéristique politique différente? Alors, j'aimerais pouvoir dire qu'elle est la seule. Je vais dire qu'elle est la seule, mais je sais très bien que ce que je vais dire n'a pas une portée. Le raidissement anti-musulman traverse l'Europe tout entière. Mais disons que dans ce glissement-là, nous sommes nettement en tête. Il y a eu, avant-hier, à midi, une petite émission que j'ai eu la paresse de retranscrire complètement, mais qui était
Ça existe quand même des fois sur France Culture et sur France Inter. Il y a parfois des regards sereins et documentés. Et il y a eu l'inventaire de toutes les positions des pays européens sur le voile. Alors, il y a 2 ou 3 pays, j'ai plus noté, il y a 2 ou 3 pays qui ont, à la suite de la France, interdit le voile intégral dans l'espace public. Mais je dirais que le voile intégral, c'est un autre débat. On n'est pas sur le terrain du symbole d'une appartenance. Je dirais que le voile intégral, il porte atteinte à la substance des valeurs de la communication entre les individus. Mais le voile qui indique simplement une appartenance religieuse, nous sommes à l'avant-garde de tout le monde. Et nous sommes considérés comme, pas des martiens, mais enfin, on sourit de nous, notamment dans le monde anglo-saxon, pour cette espèce de... La France, vous savez, les symboles, c'est la baguette de pain, le camembert, le kilo de rouge et l'hystérie anti-voile islamique. C'est en train de devenir un de nos marqueurs régionaux. J'ai appelé ce matin un collègue américain, je lui ai dit « Tu me garderas des articles qui ironisent sur la posture de la France ». Il m'a dit « Oh là là, il n'y a que ça ». On regarde quand même la France. Alors, ce qu'il faut essayer de comprendre maintenant, c'est pourquoi. Pourquoi nous avons cette espèce de spécificité négative française? Alors, je dirais qu'il y a 3 pistes. Les 2 premières, vous les connaissez, je passerai assez rapidement. Il y a notre trajectoire révolutionnaire qui est très spécifique dans la relation de défi à l'égard de la croyance religieuse. Notre révolution a fait de la religion, qui était dans les mains d'un appareil d'État religieux, qui était un outil de la monarchie, notre trajectoire révolutionnaire a fait de la religion l'ennemi, ou en tout cas de l'Église l'ennemi. À la différence du monde anglo-saxon, nous avons érigé en point de passage obligé la rupture avec la croyance religieuse pour entrer dans la modernité politique. Ça, c'est français. Ça n'est pas anglo-saxon. La transition dans le monde anglo-saxon avec la modernité politique, avec le parlementarisme, n'a pas exigé la rupture avec le sentiment religieux. Et ça, c'est très important à comprendre. Et ça fait longtemps que j'ai essayé, ça je le revendique un petit peu, de le mettre à jour. J'aime pas personnaliser, je vais citer une dame, mais je pourrais en citer d'autres, c'est pas tellement important. Mais pourquoi Madame Badinter ne parvient pas à accepter qu'une dame portant un voile puisse participer à la dynamique universelle par laquelle les femmes tentent d'élargir leur espace familial et leur accès à l'espace public? Madame Badinter, disons, les féministes laïcistes ou laïcardes dénient à une femme qui n'a pas rompu avec l'appartenance religieuse le droit de faire partie de la dynamique de modernisation de la femme. Ça, c'est très français. Ça, c'est très français. Pourquoi ? Nous avons en France le sentiment que nous avons le monopole universel de la trajectoire de modernisation. On ne parvient pas à comprendre que la relation entre le religieux, l'appartenance religieuse et la dynamique de libéralisation politique est ce qu'elle est dans le contexte français révolutionnaire, mais elle a pu être différente ailleurs. Ça, on n'arrive pas à l'accepter. On n'arrive pas à accepter que la relation d'une femme musulmane aujourd'hui, que ce soit au sud de la Méditerranée, où, je sais, c'est dangereux, quand on traverse la Méditerranée, il faut faire attention, on n'est plus dans le même contexte de référence. On n'est plus dans une société où la référence musulmane comme référence endogène peut prétendre au monopole de l'universel. Non, bien sûr, mais même des 2 côtés, lorsqu'une femme fait preuve d'un attachement à son appartenance religieuse, le mécanisme n'est pas le même lorsque c'est une femme qui n'est pas musulmane. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que l'appartenance religieuse dans le monde musulman n'est pas, dans toute la période coloniale, dans la position où elle a été dans la trajectoire révolutionnaire française. Les gens qui étaient colonisés n'ont pas eu, pour se décoloniser, à se défaire de leur appartenance religieuse.
Vous me suivez? Au contraire, l'appartenance religieuse a été l'un des derniers réservoirs qui n'avaient pas été oblitérés par la trop bonne santé des catégories de la culture coloniale, de la culture occidentale imposée par la présence coloniale. La relation, il pouvait y avoir une trajectoire d'émancipation politique qui n'avait pas besoin de la rupture avec l'appartenance religieuse. Je ne sais pas si vous m'avez bien compris là, c'est absolument essentiel. Ça veut dire que le sens d'une appartenance religieuse dans une trajectoire d'émancipation politique n'est pas pareil au sud et au nord de la Méditerranée, n'est pas pareil si on prend en compte le rapport de domination nord-sud. Alors ça, c'est une spécificité très française. C'est pour ça que les laïcistes durs ne parviennent pas à admettre qu'on puisse corréler le maintien de l'appartenance religieuse, affirmé par exemple par un voile, avec une trajectoire d'émancipation. Et ça, il faut le dire, il faut l'intellectualiser. Il faut dire non, vous savez, il peut y avoir un féminisme islamique. Nous n'avons pas à être en hostilité. Et là, bien sûr, nous tombons sur ce piège intellectuel constant dans la relation au monde musulman. Nous pensons avoir le monopole du lexique qui exprime l'universel. Nous n'admettons pas qu'un lexique qui n'est pas directement corrélé à notre patrimoine historique puisse exprimer le bien. Et donc, ça donne quoi comme catastrophe? Encore une fois, j'ai employé un exemple tout à l'heure. Si j'entends un type qui dit « Bismillah, allons au boulot », il commence sa journée, il dit « Bismillah, partons au boulot ». Moi, je vais me focaliser sur le Bismillah. Le boulot qu'il va faire ne peut pas être bien puisqu'il le fait en mobilisant un élément d'un patrimoine que moi, je ne reconnais pas comme appartenant au patrimoine universel, c'est-à-dire le mien. Et ce dérapage intellectuel, on peut l'illustrer très rapidement. Si je dis justice sociale, un soviétique des années 50 dira justice sociale parce que Lénine. Un chrétien dira justice sociale parce que Jésus, aimez-vous les uns les autres, ou je ne sais pas, les pins sur la colline, tout ça, j'ai un peu oublié mes paraboles. Et un musulman dira justice sociale parce que le Coran, le Karim, etc., etc. Mais à la fin de la journée, la valeur universelle de la justice sociale reste présente. Simplement, chacun des groupes d'appartenance mobilise des éléments de son patrimoine historique propre pour la légitimer au sein du groupe. Et l'erreur méthodologique, c'est de dire, si tu mobilises le Coran pour la justice sociale, tu n'as rien à faire avec moi, on n'a rien à faire ensemble. Parce que tu n'as pas dit justice sociale parce que droit de l'homme ou je ne sais pas quoi. Et ça, c'est une erreur qu'on va retrouver tout le temps. Nous n'admettons pas qu'un patrimoine historique autre que le nôtre puisse être mobilisé pour faire ce qu'en arabe on dit le khair, ce qu'en français on dit le bien, le progrès. D'accord ? Et ça, on va vraiment le retrouver comme un obstacle. Ça, c'est la première franchouillardise. C'est notre trajectoire révolutionnaire qui nous a enfermés dans une relation à la croyance religieuse que nous considérons comme antinomique, qui nous a enfermés dans une lecture antinomique de la croyance religieuse dans sa relation à la modernisation politique. La deuxième spécificité de notre franchouillardise, c'est la modalité de la relation coloniale. C'est bien sûr l'ampleur de l'aventure coloniale. C'est pour ça que je me suis heurté à des collègues qui disaient parler de la colonisation quand on cherche à faire l'inventaire des coulisses de la radicalisation. Et bon, un de mes plus chers collègues a dit la colonisation, ils ne l'ont pas connue. Pourquoi on en parle? Ils ne l'ont pas connue. Bien sûr, c'est une erreur absolument magistrale. Bien sûr, on n'appliquerait pas ce raisonnement aux descendants des Arméniens ou des Juifs en leur disant de quoi vous vous mêlez, vous ne l'avez pas connue. Bien sûr. Bon, la France, en matière d'expérience coloniale, elle est très française. On n'est pas comme les autres. Les anglo-saxons, ils vont chercher, très cyniquement, à capter
les circulations de marchandises et de biens à leur avantage. Point barre. Ils ne vont pas chercher à enseigner aux colonisés nos ancêtres, les Gaulois. Non, jamais. Ils ne vont jamais s'aventurer sur le terrain de l'imaginaire culturel. Ils ne vont jamais chercher, comme vont le faire les Français, bien sûr tout particulièrement en Algérie, qui est l'archétype du terroir que nous avons essayé de décerveler culturellement. L'agression est très dure sur le plan militaire, elle est très dure sur le plan économique, elle est bien pire sur le terrain culturel. Les conséquences de la colonisation, c'est sur le plan culturel qu'elles perdurent, d'accord? Et donc, nous avons toujours confondu les valeurs universelles avec les matériaux symboliques qui légitiment ces valeurs dans le groupe. Et donc, un mec qui a un chapeau qui n'est pas de la forme d'une autre ne peut pas être un mec bien. Lorsque les Britanniques, lorsque les Anglo-Saxons se sont trouvés face au questionnement, est-ce qu'un monsieur avec un chapeau bizarre, vous savez, un turban, qui aggrave son cas en ayant une barbe non taillée, est-ce que ce monsieur peut devenir policier de Sa Majesté? Oui. Oui. Eux, ils ont répondu oui. Les Canadiens, est-ce qu'on peut avoir une policière montée, vous savez, le symbole, avec un voile? Oui. Alors évidemment, il y a un monde entre la France et les pays anglo-saxons. C'est à Londres qu'il existe un maire de la capitale du pays qui est musulman. C'est au Canada que le ministre de la Défense, c'est pas rien, c'est pas le ministre des anciens combattants, a un turban bizarre avec une grande barbe. Et donc là, ça aussi, nous sommes vraiment sur le terrain de la France au sens restrictif du terme. C'est-à-dire que nous avons eu une relation à l'autre dans le cadre de la séquence coloniale qui était une relation d'appropriation des esprits et de manipulation des codes des appartenances intimes, ce que n'ont pas fait les anglo-saxons. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Bon, alors ça, vous l'avez déjà plus ou moins entendu dire. Maintenant, je voudrais rajouter, sortir de l'histoire et me focaliser sur la séquence historique du moment, en posant une question que peu de gens posent. Ça, c'est plus ma façon d'aborder les choses. Je vais vous demander, je vais nous demander, qui sont... Alors évidemment, je ne parle pas pour les musulmans d'entre nous. Je parle, bien sûr, mon objet d'analyse, c'est l'attitude, c'est l'imaginaire des non-musulmans, parce que les musulmans corrigent ça par leur connaissance intuitive et interne des mécanismes que je vais évoquer. Mais la fracture anti-islamiste primaire a traversé également les sociétés maghrébines. Donc je m'adresse aussi, des fois, ça ne se fait pas, c'est très vilain, mais je dis quand je parle à Lamarsa. Bon, c'est un raccourci très vilain, mais je dis quand je parle aux franges des sociétés du sud de la Méditerranée qui, dans la langue que nous comprenons, nous disent ce qu'on a envie d'entendre. Il y a une fracture des imaginaires dans les sociétés du Sud. Et bien sûr, nous avons une tendance à ne parler qu'à ceux qui nous disent, j'insiste, dans la langue que l'on comprend, ce qu'on a envie d'entendre. Ceux qui ont l'impertinence de ne pas parler cette langue et qui, en plus, nous disent des trucs désagréables, eh bien, ils ne font pas partie de ce matériau que nous diffusons sur nos télévisions et nos médias. Nos oreilles de citoyens français sont coupées de tout contre-regard critique sur ce que nous faisons. Et nous sommes littéralement intoxiqués, enivrés des paroles qui reproduisent ce qu'on a envie d'entendre. Il y a quelqu'un dont j'aime bien dire du mal. Je sais, il y en a peut-être beaucoup pour vous qui le respectent, mais j'ai croisé la route de M. Mélenchon en Tunisie il y a 1 an ou 2. Donc je l'ai écouté nous dire que sa perception de la Tunisie, du paysage politique de la Tunisie, des dynamiques politiques de la Tunisie, se résumait à l'avis du Jebha Sha'abiyya, du Front populaire, c'est-à-dire le tout petit
frange d'extrême gauche du paysage politique. Alors là, je n'ai pas résisté sur ma page. L'autre jour, j'ai fait un petit post, j'ai dit « Ah, le score du Jebha Charabia, qui est en plus éclaté en 2 formations, mais si on réunit les deux, est d'à peu près 1,5%. » Sachant que c'est par ce prisme-là que M. Mélenchon interprète non seulement la Tunisie, mais la totalité du monde arabe, on comprend pourquoi il n'y comprend rien. Et à table, lorsque nous étions avec M. Mélenchon, il nous avait expliqué qu'il avait été se faire couper, un truc que je ne fais plus jamais depuis longtemps, il avait été se faire couper les cheveux. Bon, j'y peux rien. Pour moi, j'aimais bien aussi aller chez les coiffeurs des différents pays où je résidais, mais ce temps n'est plus, encore qu'un de temps en temps. Et il avait dit, eh bien, mon coiffeur, il aimait Robespierre. Et j'ai compris l'amour des Tunisiens pour Robespierre. Donc, il avait fait du terrain. Il avait fait du terrain. Et il avait entendu quelqu'un qui confortait, évidemment, bon, le monsieur avait voulu dire un truc gentil et tout, bon. Et il avait fait du terrain, il avait puisé cette conviction que la Tunisie profonde, parce que ce n'était pas dans l'avenue Bourguiba qu'il avait été voir un coiffeur, la Tunisie profonde à laquelle il avait eu accès aimait Robespierre. Et c'est ça qui devait nous permettre de construire notre perception des dynamiques politiques, non seulement en Tunisie, mais dans le monde arabe tout entier. Et vous avez vu, dans le monde musulman tout entier, et vous avez vu les postures adoptées récemment sur la Syrie, qui sont absolument pitoyable. Je vous invite à lire, non pas Burga, mais les intellectuels syriens qui ont répondu à ces gauches, la formule que j'ai reproduite de Yassine Haj Saleh, qui est un communiste. Il a dit, les gauches occidentales, avant de se soucier des intérêts de la Syrie, devraient se soucier d'elles-mêmes. Tellement elles sont tombées bas dans leur... Alors, je voudrais, ça sera la fin, je voudrais... Non, tu dois me donner quelques modes d'action ou des pistes de mobilisation. Mais il manque encore un petit morceau auquel je tiens beaucoup parce que cette présentation-là, peu de gens la font en tant que telle. Vous pouvez la retrouver, bon, je vais dire du bien d'un peu de la presse. Je suis très, très remonté contre 90% de la presse mainstream, et puis il y a quand même des oasis où on n'a pas ce syndrome de la zémourisation. Hein. Et donc, oui, on n'est pas totalement toujours d'accord, mais oui, il faut aider Mediapart à exister. Oui, il faut aider Politis à exister. Oui, il faut aider, bon, La Croix est celui qui dérape le moins. Mais tout le reste, on a très très vite des difficultés. Le monde diplomatique a gardé une colonne vertébrale analytique. Mais après, quand vous allez dans le mainstream du discours télévisé, et puis bien sûr, il y a sur France Culture des exceptions, mais encore une fois, la gauche n'est pas moins pire que la droite dans ce dérapage zémourien. C'est ça le drame. Hein. Dans la conclusion de mon livre, j'avais employé une formule à laquelle je tiens beaucoup. Je disais, le problème n'est pas le problème du Rassemblement national. Le problème est que la partition que le Rassemblement national nous joue au clairon et au tambour, la droite, la bonne vieille droite, nous la joue au saxo, et la gauche, crescendo, nous la joue à la flûte. Ou nous la joue à la flûte, mais crescendo. Mais ils jouent tous la même partition. Le clivage droite-gauche dans le dérapage zémourien n'existe plus, ou il existe très peu. Alors pourquoi on en est là aussi? Là, je vais vous donner des excuses que nous avons d'être dans l'état de décrépitude intellectuelle où nous sommes. Qui sont les médiateurs de notre perception du sujet de ce soir? Qui sont les voix qui parviennent à nos oreilles? Il y en a 5. Je dirais, il y a la voix de mes tripes. Alors je parle, bien sûr, je ne suis pas musulman, pour ceux qui auraient des doutes. Les tripes des non-musulmans ont des raisons légitimes de s'inquiéter, de voir émerger un contre-discours, je dis, un discours qui nous prive de ce vieux monopole que nous avons eu fugitivement pendant la période coloniale, monopole d'expression de l'universel. Nous sommes privés par des voix qui, avec le lexique musulman, veulent nous dire non, non, on peut. La gauche n'a pas le monopole de la défense des travailleurs. On peut, depuis l'intérieur d'une appartenance religieuse, avec un autre matériau symbolique, plaider pour la redistribution
réaliste et généreuse du produit national. Ça, la gauche ne veut pas l'admettre. Il y a 2 ans, je crois, j'ai fait une conférence dans une librairie qui est très connue d'une dame, vous allez m'aider là, papa, c'est où dans le 18e, qui est une militante palestinienne. Oui, oui. Et il y avait dans la salle des gens à qui j'ai éprouvé, enfin c'est eux qui m'ont fait prendre conscience de ça. Le problème de la gauche est qu'elle est intoxiquée avec l'idée qu'elle est la seule à disposer du lexique qui peut défendre les intérêts sociaux, qui peut se mobiliser sur le terrain social. Elle ne parvient pas à accepter que d'autres lexiques que le sien puissent faire eux aussi avancer le schmilblick. Elle ne parvient pas à accepter ce que j'ai démontré tout à l'heure. Une valeur universelle, c'est une chose. Le matériau que nous retirons de nos patrimoines culturels respectifs pour rendre cette valeur légitime, il peut être différent. On peut faire de la justice sociale au nom de l'islam. Et ça, la gauche, la vieille gauche française, le rejette totalement, complètement. Et c'est une des lignes de fracture que nous devons au moins déconstruire, expliciter. Alors, ce n'est pas là que je veux en venir. Bien sûr, mes tripes, nos tripes. Alors, nos tripes, elles peuvent être de gauche, elles peuvent être de droite. Si nos tripes sont de droite, l'islamisme, c'est une concurrence de dogmes. C'est vieux comme la concurrence, c'est vieux comme les croisades. D'accord ? Si mes tripes sont de gauche, je lutte contre l'ingérence inacceptable du religieux dans l'espace politique. Mais on va se réunir. C'est d'ailleurs très curieux de voir, et Alain le rappelait l'autre jour, que la droite maintenant est devenue laïque. Mais la droite, elle n'était pas laïque. Et la droite, elle ne disait pas laïcité, laïcité. Elle était tout le contraire avant. Elle défendait la légitimité de l'appartenance, de la croyance religieuse dans l'espace public. Mais sachant que l'objectif, c'est de discréditer la religion de l'autre et pas la nôtre, elle a changé, elle est devenue laïque. Mais ce n'est pas là que je veux en venir. Qui sont les médiateurs? Qui c'est qui nous donne des explications quand on en demande sur le phénomène islamiste dans son assise plus large que le territoire français? Premièrement, bon, je sais, je vais faire de la peine à certains dans la salle et tout, bon, mais j'y peux rien, il faut le dire. Premièrement, les médiateurs de notre connaissance du monde arabe, c'est quand même nos potes des gauches arabes. Et ils sont arabes, ils parlent arabe et tout, native informant, ils savent de quoi ils parlent. Ils sont de là-bas. Bon, alors, donc on aime bien que des arabes nous expliquent. Simplement, on a une propension à les choisir, soit au sein des gauches, qui ont besoin d'exporter une historicité de leur défaite politique qui soit à leur avantage. Donc, évidemment, ils vont savonner la planche. Ce n'est pas eux qui vont nous expliquer rationnellement quels sont les mécanismes qui ont fabriqué la génération qui les a mis minables dans les urnes. Parce qu'ils sont minables dans les urnes. C'était 1,5% en Tunisie, mais c'est la débâcle partout dans les urnes. D'accord ? Donc, nos premiers interlocuteurs, c'est les gauches arabes. On aime bien demander aux Arabes aussi, mais pas n'importe lesquels. S'il y a un Arabe qui s'appelle Michel ou Georges, ça crée de la proximité. Donc on aime bien aussi les minorités confessionnelles. Bon, certains d'entre vous sont peut-être trop jeunes, mais souvenez-vous cette floraison d'Antoine que nous avons eue dans les spécialistes du monde musulman. Ceux qui nous expliquaient les ressorts du monde musulman, ils avaient une propension à s'appeler Antoine et à faire partie de l'extrême droite du paysage politique libanais. Je ne sais pas combien d'entre vous sont en empathie ou en communication avec le paysage politique libanais, mais croyez-moi, l'extrême droite libanaise fait passer pour des minables de gauche le Rassemblement national. C'est-à-dire que nous avons donc une seconde fois utilisé des médiateurs qui n'étaient pas en situation de nous donner une perception construite du phénomène islamiste. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans le premier livre que j'ai écrit, ça m'a coûté un compte-rendu dans le Nouvel Obs. Le compte-rendu était prêt à paraître et puis Jean-Daniel a vu cette phrase, poum, il a envoyé le compte-rendu à la poubelle. Qu'est-ce que je disais ? Je disais, quand nous voulons comprendre ce que c'est que le phénomène islamiste, Jean-Daniel se rend chez Hassan II et il lui dit, je cite, « Majesté, dites-nous, qui sont-ils ?
ces gens qui nous menacent tous. Et évidemment, hein, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. La représentation que va véhiculer Hassan II de la génération politique qui le conteste ne peut pas être véritablement scientifique. D'accord ? Donc nous avons en permanence bénéficié des conseils des autocrates arabes. Hein, celle-là, je la fais tout le temps. Je crois qu'il n'y a pas une conférence où je ne la fais pas, mais je dis la France est en deuil, le savez-vous, nous avons perdu en la personne de Zine El Abidine Ben Ali, l'un des 3 récipiendaires du prix Louise Michel des droits de l'homme et de la démocratie. Il en reste, grâce à Dieu, 2 en vie. Zine El Abidine Ben Ali, c'était en 87. En 90, j'étais au Caire, je vous assure, ça m'a fait un drôle de choc. Alain Poher est venu décorer Hosni Moubarak. Hein, au moment où le régime, j'employais l'expression, remplissait d'une main, non, comment je disais, bourrait les urnes d'une main et les vidait de l'autre. Enfin bon, Hosni Moubarak a été décoré du prix Louise Michel des droits de l'homme et de la démocratie, qu'il est le 3e que nous avons, à qui nous avons fait confiance pour établir dans nos réseaux de connaissances les critères de la démocratie et des droits de l'homme, c'est Abdelaziz Bouteflika. 2004, hein, 3 sur 3, d'accord. Et puis comme Chirac est mort récemment, j'en ressors une que je ressors tout le temps également, mais je l'ai publié comme son faire-part de décès, avec un peu d'affection, parce que ça n'est pas la seule façade de Jacques Chirac, c'est aussi l'homme qui a regardé Netanyahou dans les yeux, etc., et Bush au moment de l'Irak. Mais le Canard enchaîné avait donné la parole à un jeune garçon fictif, mythique, qui disait « Monsieur le Président, pourquoi soutenons-nous tous les dictateurs arabes ?» Et Chirac lui disait « Mais mon jeune ami, leur peuple ne veut plus s'en charger. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Hein » Donc nous avons pendant des décennies puisé auprès des autocrates arabes la compréhension des dynamiques politiques qui les menaçaient. Ça, c'est les anciens. Maintenant, il y a les nouveaux. Qu'est-ce qui s'est passé quand MBS est arrivé au pouvoir en Arabie Saoudite? Rien de très original. MBS a changé de logiciel. Il a adopté le logiciel des autocrates de l'Afrique du Nord. Il a commencé à nous dire « Comptez sur moi, je vais vous fabriquer du musulman moderne et modéré. Vous pouvez compter sur moi. Il me reste 2 minutes, ça me suffit. » Et donc, nous avons suivi l'avis de MBS et de MBZ. Alors, quand même, je veux une minute supplémentaire pour dire que eux sont très actifs sur le terrain de notre éducation. Nous avons des officines qui sont à l'œuvre. C'est pour ça que je n'ai pas peur de dire que je parle depuis une institution qui est en partie adossée à un centre d'études à Doha. Parce qu'il y a beaucoup d'institutions qui parlent adossées, mais plus discrètement, à des institutions émiraties, qui consistent à diffuser... Alors, j'avais commencé à dire du bien de Politis. Vous pouvez googler une tribune qui est parue sous le titre « Sous le masque de la laïcité, la contre-révolution arabe ». Les dictateurs arabes tels MBS, MBZ nous vendent. Il y a eu des moments quand même étonnants. Nous avons eu le directeur, le président de la Ligue islamique mondiale, l'ancien ministre de la Justice saoudien, qui est venu il y a 15 jours à Paris nous dire « luttons contre l'islam politique ». Donc nous avons cette très, très, très grossière manipulation. Nous avons une dynamique qui est extrêmement grave, qui est que la contre-révolution arabe surfe l'islamophobie européenne. Et alors nos pauvres oreilles, c'est vrai qu'elles en souffrent. Pourquoi la contre-révolution arabe a besoin de notre islamophobie? Parce que la contre-révolution arabe sait que les courants politiques qui la menacent sont les courants de l'islam politique. Quand on dit islam politique, nous les Français, on pense islam, islam, islam. Mais les autocrates du Moyen-Orient, eux, ils pensent politique, politique, politique. D'accord? Ça fait beaucoup de monde. Mes tripes, des native informants qui sont dans des situations de tension avec les islamistes, les autocrates, mais last but not least, tout l'appareil d'information israélien. Et il est extrêmement important, veut nous convaincre que si le Hamas résiste, ce n'est pas parce qu'on les crabouille sous une occupation bestiale
mais c'est parce que ce sont des vilains musulmans. Ça fait beaucoup de monde. Et ces registres-là se mélangent. On va voir tout d'un coup, mis en avant par les médias d'obédience sioniste, des gens du spectre arabe, qu'ils soient militants de gauche, minorités confessionnelles, tous ceux qui veulent participer à la dialectique de criminalisation des islamistes sont bienvenus. Ils ont antenne ouverte. Et donc ça, on a besoin, si on estime qu'il faut le combattre, on a besoin de le comprendre. Quand vous entendez un médiateur de notre compréhension de ce qui se passe dans le monde musulman, essayez de lui donner une casquette. Essayez de déconstruire sa casquette, c'est très, très, très important. Il faut que je termine. L'idée, c'était et maintenant, Hella Wayne, et maintenant, où on va, comme disait ce film libanais célèbre. C'était quoi déjà, rappelez-moi? Ouais. Et maintenant, où va-t-on? Il y a deux axes. L'autre jour, j'ai piqué une petite crise en constatant que dans mon pays natal, qui est dans le sud de la France, un quartier où les Maghrébins sont majoritaires démographiquement, avait élu le Front National. Pourquoi? Parce que personne ne s'était dérangé. Alors bon, je pense que l'une des pistes, aucune piste, moi je suis très pessimiste, mais tous ceux qui ne sont pas d'accord avec ce processus de criminalisation de la communauté musulmane doivent savoir qu'ils ont quand même 6 millions de voix à portée de la main et que, bon, je dis très méchamment, Macron ne marche pas au principe, il marche au sondage. Il faut taper où ça fait mal. Alors, ce n'est pas un mauvais jeu de mots, mais j'ai dit qu'il faut taper aux urnes. C'est l'endroit qui est fragile. Oui. Nous tous ne devons pas nous démobiliser sur le terrain électoral. Le rapport de force n'est pas si terrible que ça. L'autre levier, je pense, qui pourrait faire évoluer, parce que je crois que nos dirigeants ne sont pas complètement idéologisés. Pour une part, ils le sont. Mais encore une fois, Macron est le monsieur qui a dit « nous avons une part de responsabilité ». Pourquoi il ne le dit plus? Il ne le dit plus parce qu'il se dit « ça va me coûter trop cher sur le plan électoral ». Et l'une des façons d'influer sur la perception des enjeux est de manier le levier international. La France est en train de se discréditer à l'échelle mondiale par cette espèce de crispation qui fait d'elle un État à part. J'ai dit, c'est plus camembert, baguette et bouteille de rouge. C'est hystérie anti-voile aussi. Et je pense que nos amis de par le monde, tous ceux qui aiment la France des Lumières, ont un rôle à jouer en attirant l'attention sur le fait que, bien sûr, la direction qui a été prise par le gouvernement après la préfecture de police ne soigne pas la plaie qu'elle doit résorber, elle l'aggrave. Elle n'atténue pas les dysfonctionnements, elle les aggrave. Et elle prépare en quelque sorte le prototype du prochain, comment s'appelait-il, Michael Harpon, que nous allons inévitablement croiser sur notre route s'il ne se produit pas dans les mois à venir une réaction substantielle. Merci infiniment de votre attention. Merci beaucoup. Merci François Burgard.